Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers compatriotes, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. C'est Richard-Antoine Kapeta-Kazadi qui vous rejoint dans les cadres des analyses de réflexion sur la situation de notre pays, sur l'actualité de notre pays, sur les problèmes politiques, les questions socio-économiques du pays. Eh bien, je vous retrouve encore aujourd'hui. Nous allons chercher à analyser le mieux que nous pouvons des situations qui se présentent dans le pays. Aujourd'hui, notre thème d'analyse, des discussions a comme titre « Pourquoi le président Tshisekedi devient-il la bête à abattre ?» Ça paraît bizarre le titre, mais pourquoi est-ce que le président devient-il la bête à abattre? Quand on parle de menaces de sécurité du chef de l'État, en fait, pour la plupart des gens aujourd'hui, on est tous unanimes que la plus grande menace vient du camp Kabila. En fait, Kabila, c'est un système qui s'est nourri de des millions d'argent, des milliers d'argent, qui s'est nourri de beaucoup de réseaux, qui s'est nourri de beaucoup de relations avec l'extérieur. En fait, ce système est très dangereux. Il constitue une menace véritable pour le chef de l'État. Mais il y a aussi d'autres menaces à la sécurité du chef de l'État que nous avons cherché à épingler au cours de cette émission. C'est très important, il faut que nous comprenions, nous devons toucher à ces problèmes de la sécurité du chef de l'État, parce que la sécurité du chef de l'État, c'est la sécurité de tous les pays. Imaginez s'il était arrivé quelque chose au chef de l'État l'autre fois, c'est le pays tout entier qui aurait basculé. C'est des milliers et des milliers de personnes qui seraient déstabilisées ou même tuées. Alors, il y a un fait, en fait, que je prends pour commencer cette émission, c'est ce que nos auditeurs nous transmettent, nous font remarquer à propos de ce qu'on a appelé coalition Ouganda, Burundi, Rwanda et le Congo pour aller en guerre contre les rebelles. En fait, les gens trouvent cette espèce d'accord, cette espèce de coalition comme une coalition à contre-nature. Est-ce que réellement les gens ont raison de trouver cette coalition comme étant anormale? En fait, il y a des gens qui ont le courage de nous demander, mais pourquoi est-ce que le président n'a pas, par exemple, tendu la main à l'Angola? Pourquoi il n'a pas tendu la main au Zimbabwe ou à la Zambie, par exemple, pour qu'on nous aide dans cette histoire? On va chercher des gens qui, en fait, avaient instrumentalisé la rébellion elle-même. Et aujourd'hui, on parle en même temps du rapatriement des rebelles de M23, les rebelles de M23, une rébellion qui a été montée par le Rwanda. Et ce sont ces mêmes Rwandais aujourd'hui qu'on met dans la danse pour aller mettre fin à la rébellion. Alors la question que les gens se posent, c'est celle de savoir mais combien de temps les accords qui sont faits entre ces 4 pays, c'est pour quelle durée sur notre territoire, ces troupes-là sur notre territoire, ils vont faire combien de temps? Et nous avons toujours peur, tout le peuple congolais a peur que ce genre vienne et s'éternise chez nous. Alors ça sera une nouvelle rébellion qui va s'installer. Et nous savons bien que le Rwandais, les Burundais, les Ougandais ont pris le goût de nos minéraux, le goût de nos richesses, le goût de nos animaux, qu'ils prennent comme ils l'entendent. Alors ces gens qui vont venir aujourd'hui, comme quoi à notre rescousse, pour pouvoir mettre les rebelles dehors, ça fait frissonner et les gens ne sont pas très convaincus, très rassurés de la présence de ceux-là même qui ont endeuillé le pays, qui ont causé la mort de presque 10 millions de Congolais morts dans les guerres, de mettre ce gens-là. Alors ce sont ces gens qui viennent aujourd'hui pour nous aider. Est-ce que le président n'était pas très sûr de notre armée? En fait, d'après les nouvelles que nous avons eues, l'armée, les effectifs de l'armée ont été doublés de 11 000 à 22 000. Ce n'était pas suffisant pour aller en guerre contre ces rebelles. Pourquoi fallait-il nécessairement chercher le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, eux-mêmes qui ont planté l'épine de la rébellion sur notre territoire? Voilà, ça c'est un fait que beaucoup de nos auditeurs nous ont fait voir. Eh bien, nous voudrions arriver tout droit à notre émission d'aujourd'hui. Pourquoi le président Tshisekedi est-il la bête à abattre? En fait, il y a des gens qui pensent qu'aujourd'hui le président est en sécurité parce qu'il dirige le Congo comme un pasteur, comme un
dirigeants de l'Église. Je me porte en faux contre ce genre d'affirmation ou ce genre d'opinion. En fait, le président, c'est un homme comme tous les autres. Le président a sa vision du monde. Quelqu'un qui arrive aux affaires, ministre, chef de l'État, PDG, il a une vision du monde à lui. Alors, si le président a sa vision du monde, qui est une vision du monde en rapport avec la parole de Dieu, on ne voit pas pourquoi on peut attribuer l'insécurité, n'est-ce pas, à laquelle fait face le président, au fait qu'il croit à la parole de Dieu. Ça, c'est une aberration. En fait, la démocratie, c'est quoi? C'est respecter la liberté d'opinion de chacun. Donc, nous avons connu dans ce pays des dirigeants qui avaient une autre façon de voir les choses, qui avaient une autre vision du monde, des dirigeants qui nous ont fait boire les urines à travers le système de la Régie des eaux, par exemple, parce que pour eux, selon leur vision du monde, leur croyance, c'est en faisant cela qu'ils vont contrôler, maîtriser le Congolais. Et je voudrais épargner mes auditeurs qui me suivent de certaines choses, en fait, qui ne sont pas acceptables quand on les entend. Alors, si le président aujourd'hui, lui, pense qu'il peut être inspiré par le roi des rois, le plus grand politicien de tout le temps, le juste politicien, c'est lui qui a libéré un peuple, qui l'a conduit pendant des années, qui l'a nourri, qui lui a donné une législation et finalement qui l'a conduit dans un espace que l'on peut appeler le pays. En quoi trouve-t-il le mal en cela? Donc, je pense que c'est ignorer aussi que le président, en tant qu'une personne, il a sa façon de voir les choses, il a une vision qui le conduit dans sa vie, il a les croyances à lui. Mais ce n'est pas le fait que le président soit en proximité avec son peuple, soit un président compatissant. Et moi, je préfère un président compatissant, un président qui est en contact avec son peuple, qu'un homme dictateur spécialisé à décapiter les têtes de gens, à bafouer les droits et libertés de gens. Je pense que je suis loin à considérer ce président comme étant le meilleur président, dans la mesure où aujourd'hui, le système qui est en train de se mettre en place dans le pays, c'est un système qui privilégie certaines valeurs. Alors, si le président de la République est en train de faire un effort pour que ces valeurs qu'il a promises soient mises en pratique, ce n'est pas une raison pour considérer que c'est cela qui est à la base de son insécurité. L'insécurité, en fait, c'est un problème pour lequel nous sommes intransigeants, nous tous. S'il faut que le président ait 10 blindés, 20 blindés autour de lui pour sa sécurité, il faut qu'il le fasse. Le président, s'il y a eu des défaillances, bien entendu, par rapport à ce que nous avons vu, eh bien, ces gens-là n'ont pas droit à continuer à rester dans l'autorité de l'État. Là, on doit être des marbles. Ce n'est pas parce que le président croit à une certaine vision du monde qu'il peut se laisser faire pour qu'il soit vulnérable sur le plan de la sécurité. La sécurité du chef de l'État est non négociable. Là, nous devons tous être intraitables de la même façon. Il ne faudra pas que les choses que nous avons vécues ces derniers temps se répètent dans l'avenir. Non, ça, nous ne pourrons pas l'accepter. Alors, est-ce qu'il faut alors revenir à notre problème? Pourquoi le chef de l'État est-il réellement un homme à abattre? Est-ce parce qu'il apporte les nouvelles façons de faire? Est-ce que parce que le président est en train d'inventer une nouvelle politique, parce que nous sommes en train de vivre une nouvelle politique au Congo qui plaît à tout le monde, sauf ceux qui se font ennemis du président sans raison, pour des raisons qui leur sont propres. Est-ce que le président aujourd'hui est un homme à battre parce qu'il est passé à travers la maille de filet de ceux qui sont des laboratoires, de ceux qui se disent faiseurs de rois, qui n'ont pas su le contrôler, qui n'ont pas su comment arriver à lui imposer leurs opinions? Est-ce que le président, aujourd'hui, c'est un homme à abattre parce que lui, on trouve, il gêne parce qu'il n'a jamais tué, parce qu'il n'a jamais volé, parce qu'il n'a pas de compte à rendre, parce que dans la conception générale de ceux qui se disent qu'ils fabriquent des rois, ils sont des faiseurs de rois, ils veulent les gens qui leur rendent compte, qui ont des comptes à leur rendre en tout. Est-ce que le président, parce que le président aujourd'hui veut que la décision du Congo ne soit pas nécessairement prise à Washington, à Paris ou à Bruxelles, mais
que les Congolais soient associés à tous les ceux qui le regardent? Est-ce que c'est pour cela qu'il est un homme à battre? Est-ce que le président, aujourd'hui, est considéré comme un homme à battre parce qu'il veut que toute portion de terre du Congo appartienne aux Congolais? C'est dans ce cadre-là que les partis du Congo qui sont sous le contrôle des rebelles doivent être absolument libérés. Est-ce toutes ces raisons que nous avons énumérées qui font que le président soit un homme à battre? Je vous dis qu'il y a plus que ça. Il y a plus que ça, alors il faut qu'on plante le décor. Comment se présente le décor? En fait, le décor, c'est quoi? C'est le pays sur lequel nous sommes assis. Le Congo est un pays potentiellement très riche. C'est ça le Congo que dirige M. Félix Antoine Tshisekedi. Et non potentiellement très riche. Alors, ce pays-là, les richesses qui sont dans son sous-sol ne sont pas estimées en termes de 10 milliards de dollars, de 100 milliards de dollars, de 1000 milliards de dollars, de 20 000 milliards de dollars. Mais les richesses dans le sol, dans le sous-sol du Congo sont estimées à 24 billions de dollars américains. Vous vous rendez compte de ce que ça représente? C'est vraiment fou. C'est tous les grands de ce monde qui auraient souhaité que le Congo soit leur pays. Alors aujourd'hui, nous avons un leader qui voudrait faire changer le cours des choses. Nous avons parmi toutes ces richesses que nous avons au Congo, les mines, on en a inventorié tout simplement une cinquantaine. Mais rendez-vous compte, nous en exploitons juste 12 seulement qui sont exploités. Parmi ces 12, nous avons 10% des réserves mondiales du cuivre. Ça paraît peut-être petit, comparé quand on dit des 10% des réserves mondiales, on se dit que ce n'est pas grand-chose, mais c'est grand-chose parce que le Congo n'est pas le seul pays qui produit le cuivre dans le monde. Vous avez des pays comme la Zambie, comme le Pérou, comme le Chili, etc., partout dans le monde. Le Congo est la deuxième position en termes de réserves du cuivre, des réserves cuprifères dans le monde. Donc c'est vraiment important notre position. Le Congo a 30% des réserves du diamant dans le monde. Donc quand on regarde les pays comme le Botswana, l'Afrique du Sud, et même le Canada où nous sommes, le Canada est producteur aussi du diamant, et tous ces pays-là, le Congo comprend à lui tout seul 30% des réserves mondiales du diamant. Et ce n'est pas tout. Le Congo a 70% des gisements de minerais de fer. Qui n'a pas besoin de fer, qui n'a pas besoin de clous, qui n'a pas besoin... Donc le Congo a 70% des gisements de fer dans le monde. Et ce n'est pas tout. Nous avons des minéraux stratégiques. Le cobalt, par exemple, 50% des réserves mondiales de cobalt. Du cobalt requis dans le monde vient du Congo. Et il n'y a pas d'industrie électronique, il n'y a pas d'industrie de communication qui puisse fonctionner sans le cobalt. Et le cobalt est utilisé aujourd'hui, par exemple, dans l'aéronautique. On fabrique des avions civils, malheureusement aussi des avions militaires. Il n'y a pas de chars qui n'ont pas besoin de cobalt. Vous avez des sous-marins qui ont besoin de cobalt. Vous avez énormément de choses qui ont besoin de cobalt dans le monde aujourd'hui. Et le Congo, donc quand quelqu'un est dans un sous-marin, il doit y avoir une griffe Congo là-dedans. Quelqu'un qui est au Thaïlande, qui a un téléphone, il doit y avoir une griffe Congo là-dedans, dans ce téléphone, à cause des minéraux que nous avons. Et ce Congo n'a pas la réputation d'être un pays où il y a les très bonnes conditions de vie. Par contre, c'est un pays qui a une minable réputation de pays qui a des populations les plus pauvres du monde. Alors, nous avons aujourd'hui un chef. Et avant d'arriver là, je vous dis sincèrement, à cause de nos minéraux, à cause du cobalt par exemple, le secrétariat d'État a fait un rapport où il dit qu'il n'y a pas moyen de faire la guerre dans le monde sans le cobalt du Congo. Et ça explique même pourquoi, au milieu du XXe siècle, le Congo était dans les lignes de mire de l'Empire américain. Donc il faut absolument contrôler le Congo.
Ce n'était pas simplement le gouvernement qui s'est préoccupé du Congo. Ce n'est pas tout simplement à cause de son arsenal militaire qui avait besoin du cobalt, mais aussi dans les mondes de finances. Dans les mondes de finances. Alors, c'est l'enjeu le plus important pour que vous compreniez pourquoi le président de la République s'était nommé à battre. Le président de la République arrive avec une nouvelle façon de faire. Quand il parle de la coopération donnant-donnant, il y a les gens qui n'arrivent pas à comprendre à fond ce que cela représente, ce que cela veut dire. Quand le président arrive devant les grandes tribunes, il dit que voilà, nous voulons que demain nous puissions traiter notre propre cobalt. Je vous dis sincèrement, ça donne des insomnies aux grands de ce monde qui ne voudraient pas que le Congo ait sa place à la table des grands dans ce monde. Vous savez, le général de Gaulle disait à l'un des professeurs français, un grand chercheur, il disait « Donnez-moi la bombe atomique que j'aille m'asseoir à la table des grands ». Aujourd'hui, le Congo, si il prend contrôle de ce qui lui appartient, donc le Congo, à travers son chef de l'État, se mettra à la table des grands. C'est ça le problème. Mais là, il y a un problème. Il y a un problème, c'est lequel? Le problème, c'est que même nos alliés les plus privilégiés ne sont pas du tout bien intentionnés de voir le Congo devenir maître de ses propres richesses. Parce que devenir maître de nos propres richesses, c'est demain négocier la vente de ces richesses, c'est demain transformer ces richesses chez nous, c'est demain sortir certains sous-minéraux dans certaines de nos mines et pourtant pour lesquelles nous ne recevons pas un seul sou. Je venais de suivre avec ahurissement les déclarations de M. Yuma, qui est le président du patronat congolais et président du conseil d'administration de la GICAMINE, qui dit que désormais, nous allons traiter, nous allons transformer notre propre cuivre et notre propre cobalt et nous serons en mesure, après avoir transformé ce cobalt, d'obtenir de ce cobalt les germanium. Et selon toujours Yuma, les germanium coûtent plus cher même que le cobalt. Donc, lorsque le Congo, cette politique de la maîtrise de nos propres ressources et même le slogan, le leitmotiv du chef de l'État, là, il devient un homme qui n'est pas intéressant aux yeux de ces étrangers. C'est la raison pour laquelle les Congolais doivent comprendre les enjeux. Ils doivent comprendre quel genre de président nous avons, ce qu'il est en train de faire pour l'avenir du pays. Donc, lorsque le Congo demain taille son diamant, lorsque le Congo demain transforme son cuivre, et de ce cuivre, il obtient là-dedans un certain pourcentage de l'or, de zinc, de ceci, des petits minéraux que nous n'avions jamais obtenus, qui devra le vendre, c'est le décollage définitif du Congo. Et ça, même nos partenaires, et là vous allez comprendre, parce qu'on vous a parlé beaucoup de la guerre de minéraux qui s'est passée dans notre pays, que le directeur du cabinet du chef de l'État a appelé la guerre par procuration. Je vous dis, la guerre par procuration, nous l'avons connue. Cette guerre par procuration a fait qu'il y a eu des acteurs très importants qui ont joué cette guerre, notamment, vous avez l'Américain H.C. Stark, vous avez l'Américain Kemet Corp, qui ont la maîtrise de la transformation de l'Iranien, de colombo-tantalus, qui ont la maîtrise ça dans le monde. Et il y a des produits, des choses qu'ils arrivent à fabriquer qui donnent un plus-value à ce métal, à ce produit. Alors ces gens-là ont entretenu pratiquement une guerre, une rébellion dans le Sud Kivu parce qu'ils tenaient absolument à la prospérité de leurs entreprises. Aujourd'hui, les chefs de l'État voudraient mettre fin à la guerre, voudraient que,
au lieu de pétards, d'armes, que les populations de Béni qui ont été sous le traumatisme de guerre pendant plusieurs années puissent faire le pétard de feux d'artifice pour jubiler vers la fin de l'année. Alors, est-ce que vous croyez que ces gens-là vont être contents? Ces gens ont jeté les dessins de la structure, si vous voulez bien, de l'architecture géostratégique dans la région. C'est-à-dire, ils ont soutenu le pays pilleurs qui sont venus chez nous, prendre tout ce qu'ils voulaient. Comment les ont-ils soutenus? Ils étaient leurs alliés parce qu'après qu'ils aient pris les minéraux dans le Kivu, ce minerai entrait tout bonnement dans ce pays voisin qui sont le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda et s'envolait vers la destination finale où on devait le traiter. Donc ils étaient des partenaires. Donc il y a une géostratégie qui a été établie dans la région par ces multinationales, par des puissances. Imaginez que pendant les temps de conflit, les Amas, par exemple, étaient en train de veiller sur un gisement des condominiums dans les Kivu pour que personne n'aille chipoter là-dedans. Donc, ce sont les gens qui ont entretenu une terrible confusion en cherchant à entretenir des rapports avec des groupes rebelles auxquels ils paient des taxes. C'est là qu'il faut comprendre les enjeux. Ils paient des taxes à ces groupes de rebelles qui avaient des portions de terre, des portions de gisements pour extraire les minéraux. Et entre-temps, ils cherchaient à donner l'impression qu'ils soutenaient le gouvernement de Kinshasa. Donc, quelle ambiguïté, des sons très ambigus qu'ils étaient en train de lancer dans l'opinion internationale. Donc, ces entreprises, ou si vous voulez, ces multinationales, qui vont voir les enjeux complètement modifiés, qui prennent une autre allure sur le terrain dans lesquels il y avait la guerre. Quelle sera leur façon de percevoir le chef de l'État qui est en train de mettre fin à ces business? C'est là que nous disons, nous posons la question qui vaut la peine d'être posée. Pourquoi le président Félix Antoine Tshisekedi est un homme à abattre? Ces multinationales, de quelle manière ils vont se comporter? Parce que ces jeux-là vont prendre fin bientôt. Et les rebelles qui recevaient l'État, c'est la raison pour laquelle il y a une multiplication de groupes rebelles dans la région. Parce que ces groupes rebelles recevaient les taxes de multinationales. Ça, c'est un enjeu très important. Parce qu'ils ne seront pas contents, ils seront privés de ces taxes, ils ne vont pas vouloir se rendre. Quelle sera leur attitude envers le pouvoir actuel de Kinshasa, donc envers le chef de l'État? Pour ces gens-là, le chef de l'État qui vient leur arracher le beefsteak, c'est un homme à abattre. C'est clair. Alors, il y a un problème. La coopération entre le Congo et la Chine. Les enjeux, les termes de cette coopération sont en train de se réécrire encore. Comment? Rappelez-vous, il y a eu un contrat qu'on pouvait appeler à juste titre le contrat du siècle entre la Chine et le Congo, signé en 2007. C'était un rapport dont les termes étaient basés sur des échanges infrastructures, ressources naturelles. Donc le Congo devait payer les ressources naturelles à la Chine et la Chine devait construire les infrastructures. Et au départ, on devait fournir à la Chine 9 millions de tonnes de cuivre. Et tout d'un coup, il y a eu flambée des prix des cuivres sur le marché. Donc le cuivre qu'on fournissait à la Chine ne représentait plus les 9 millions qui étaient l'équivalent de... En fait, les cuivres qu'on fournissait à la Chine représentaient plus d'argent que les montants initiaux signés dans le contrat. Donc, la Chine devait recevoir, par rapport au prix du marché du cuivre en ce moment-là, il devait avoir 90 milliards de dollars pour faire les travaux d'une valeur de 9 milliards de dollars. Où en est-on avec ce dossier? Est-ce que le président de la République va chercher à ce que si nous avons été dupés dans cette espèce de contrat, qu'on cherche à nous rétablir dans nos droits, par exemple,
en nous fournissant d'autres travaux en termes d'infrastructure qui correspondraient au montant qui a été payé à la Chine. C'est un problème sérieux. Et comment est-ce que la Chine va voir cela? Est-ce qu'il faut réécrire le contrat? Je n'ai pas vu de ces entreprises, de multinationales ou de pays qui soient contents lorsqu'on réécrit les termes du contrat qu'il est unissé avec d'autres États dans les cas de travaux spécifiques. Comment est-ce que la Chine va aussi réagir par rapport à cette histoire? Et pourtant, qui est réelle, et nous avons le droit de réclamer ce que nous a offert. Et là aussi, nous disons que le président de la République, si la Chine ne s'y prend pas de manière assez élégante, juste, honnête, il sera un homme à battre. Il sera un homme à battre. Donc, le président est un homme à battre aujourd'hui parce qu'il se met au centre de démarches qui permettent au Congo de récupérer sa dignité, de recevoir ce qui lui revient de plein droit et d'être participant à tout ce qui se fait dans le cadre de sa coopération avec les États étrangers. Nous ne voulons pas d'intermédiaires. Nous voulons que nous-mêmes nous puissions décider de ce que nous devons faire et à qui nous devons le faire. Et il y a un élément important qui devra être souligné, c'est lequel nos alliés d'aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, les alliés privilégiés, les accords de coopération avec les États-Unis, est-ce qu'ils accepteront allègrement que nous arrivions à nouer des relations avec certains États qui nous offrent les conditions les meilleures par rapport à la coopération? Ici, il faudra faire remarquer que la coopération normalement avec la Chine est de loin plus efficace par rapport à celle des pays africains avec les Occidentaux. La Chine offre de bons taux d'intérêt, la Chine respecte la souveraineté des États, pas d'ingérence dans les affaires des États, la Chine et tout ça. Mais il y a des reproches que l'on fait à la Chine, notamment, par exemple, en ce qui concerne les recrutements de la main-d'œuvre. La Chine amène toute sa main-d'œuvre, mais il faudra, là, s'y prendre, ça dépend des États, il faudra s'y prendre comme l'Angola, par exemple. L'Angola définit à la Chine le pourcentage du personnel qu'il peut amener parce qu'il a des gens qui répondent au même profil à l'Angola, des Angolais qui peuvent le faire. C'est de cette manière que nous aussi, nous devions le faire. Donc, nous sommes en train d'observer ce qui va se passer dans nos rapports avec la Chine, par exemple, parce que on ne peut pas nous interdire de négocier ou de coopérer avec la Chine parce que les pays occidentaux même coopèrent avec la Chine. Aujourd'hui, en France, la Chine est acquéreur du secteur du transport aérien dans beaucoup de compagnies de la France, dans le secteur du vin, dans le secteur de l'énergie nucléaire, par exemple. La Chine, là-dedans, il a injecté énormément d'argent. Et tous les pays le cherchent. La même chose avec l'Allemagne, qui maintient l'équilibre économique d'Allemagne par rapport, c'est-à-dire les volumes des investissements chinois à l'Allemagne permet à l'Allemagne d'équilibrer son économie. Donc, si on parle de la qualité des investissements de la Chine, il y en a qui pensent qu'ils ne sont pas très bons, mais là, c'est un problème des États. Nous avons l'office de contrôle chez nous. Nous avons les gens qui doivent prendre, accuser et recevoir les travaux selon certains standards. Mais ce sont ces gens-là, normalement, qui devraient faire entendre notre point de vue et nous faire respecter. Quand la Chine a fait un pont, quand la Chine a fait, nous avons des techniciens, nous avons des ingénieurs, ceux qui devront recevoir les travaux. Ces gens devraient être en mesure de dire aux Chinois, voilà, ce travail, cet ouvrage n'a pas été fait conformément aux standards. Et en ce moment-là, ce n'est pas la faute de la Chine. Merci infiniment, chers compatriotes. Cette émission aurait pu être même scindée en 3 émissions par rapport aux choses que nous avons racontées. Nous n'avons pas eu suffisamment de temps. Et je vous dis sincèrement, merci de l'attention que vous nous avez prêtée ce soir et à la prochaine occasion.